Le lendemain du mercredi 1er décembre, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur instruction ferme de Sarkozy, appelle en téléconférence son représentant à Abidjan, le coréen Choi, et le président fort clos de la CEI, Youssouf Bakayoko, à donner et certifier, surtout avant le Conseil constitutionnel, des résultats quelconques de la présidentielle ivoirienne, pourvu que le vainqueur en soit Alassane Ouattara, comme l'exigent Paris et Washington. Susan Rice, alors présidente de l'ONU, membre du cabinet d'Obama, a été chargée de convaincre le président américain dans ce sens, comme le lui a demandé aussi son amie personnelle, Madame Toungara, ex-épouse d'Adama Toungara, membre influent du RDR, le parti d'Alassane Ouattara. La pression monte d'un cran contre Youssouf Bakayoko et Choi, qui, redoutant un soulèvement populaire sans commune mesure des partisans de Laurent Gbagbo, opposent un refus catégorique à cette entreprise périlleuse. Fort clos, et alors qu'il avait déjà transmis le dossier électoral au Conseil constitutionnel, tel que l'exige la loi électorale, Youssouf Bakayoko, accompagné par les ambassadeurs de France et des États-Unis, et assuré d'un asile à Paris, se retrouvera contre son gré à l'Hôtel du Golfe, quartier général de campagne de l'adversaire de Laurent Gbagbo, 24 heures plus tard, pour donner de façon lapidaire des résultats qu'il est forcé à reconnaître comme ceux du deuxième tour de la présidentielle du 28 novembre 2010. Ces résultats, repris en boucle par les médias français, conformément au plan de Paris, seront rejetés par le Conseil constitutionnel ivoirien, à qui revient la charge légale de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Tatiana Mosso, vous êtes notre correspondante permanente en Côte d'Ivoire. On vous retrouve dans Paris Direct depuis Abidjan. Racontez-nous le film de cette journée. On attendait les résultats pour mardi, puis mercredi. Et finalement, c'est jeudi après-midi, tout à l'heure, que cette annonce a été faite, mais après une série de rebondissements. Effectivement, c'est un scénario incroyable auquel nous avons assisté cet après-midi. Nous nous sommes rendus dans le quartier de la Riviera pour assister à une conférence de presse du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Dans un premier temps, cette conférence a été repoussée, puis alors que nous étions plus que quelques journalistes, nous avons été invités dans la salle de presse. Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, est arrivé, sans préambule, escorté par 2 militaires. Dans une brève élocution, il a détaillé les résultats de l'élection présidentielle en donnant Alassane Ouattara, candidat du RHDP, comme gagnant du scrutin avec 54,10% des suffrages contre 45,9% pour Laurent Gbagbo. Cette annonce aurait dû logiquement se faire au siège de la CEI, mais c'est sans plus d'explications qu'ils nous ont été communiqués. Ce sont bien entendu des résultats provisoires que le Conseil constitutionnel devra valider dans les prochains jours. Alors vous parlez du Conseil constitutionnel. Écoutons maintenant le président de ce Conseil constitutionnel qui s'exprimait justement à propos de ces résultats. Le Conseil constitutionnel, qui est chargé de donner les résultats définitifs, va faire son travail et la lumière sera faite sur l'élection. On ne peut pas éternellement rester dans les blocages et la CEI a été incapable de donner les résultats provisoires. C'est pour ça que nous en appelons à la sérénité de tous pour que le Conseil fasse son travail dans le calme et la tranquillité. Alors la sérénité de tous, toute la communauté internationale évoque ça. D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU en a parlé, la Cour pénale internationale s'en est mêlée également. Mais concrètement, quand on entend ce président du Conseil constitutionnel dire que ces résultats sont encore en pointillés d'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire, Tatiana ? Alors justement, après le délai expiré hier pour la CEI de proclamer les résultats provisoires, le dossier était désormais naturellement entre les mains du Conseil constitutionnel. C'est ce que c'est explicite dans le code électoral. Il faut préciser qu'avant cette annonce des résultats par le président de la CEI, le Conseil constitutionnel avait déclaré avoir été saisi déjà par la CEI. Devant la taille de l'enjeu qui se résume au départ de Gbagbo du pouvoir, car résolu, estime Nicolas Sarkozy à se tourner vers des partenaires inhabituels, en l'occurrence la Russie et la Chine, les pouvoirs de Paris et des États-Unis vont prêcher, chacun pour sa chapelle, et jouer la carte de la fiction politique et du lynchage médiatique. Comme ici, l'exemple de ce jeune homme qu'aurait tué les patriotes selon les chaînes de télévision européennes et qui, contre toute attente, se relèvera quelques instants après, une fois le scénario terminé, ignorant qu'il était filmé cette fois d'une autre caméra cachée, plus impartiale. Le président sortant est dépeint par la presse française comme un dictateur hors pair, un mauvais perdant.
Seul contre tous, Laurent Gbagbo appelle la communauté internationale à une enquête post-électorale avec, en filigrane, le recomptage des voix. Là aussi, l'ONU est seule à dénoncer, a priori, une injustice si les propositions de Gbagbo venaient à être prises en compte par l'Union africaine. Alors que des bulletins de vote au nord présentaient par endroits plus de votants que d'inscrits, ou simplement 0 voix pour le président sortant dans plusieurs centaines de bureaux de vote, où pourtant il était censé avoir des représentants. Ce sont au total des bourrages d'urnes que l'on subodore et l'embrouille née de l'octroi, sans raison apparente, d'environ 600 000 voix à Alassane Ouattara qu'il faudra décrypter. L'appel de Laurent Gbagbo est entendu par les présidents angolais José Eduardo dos Santos, le sud-africain Jacob Zuma et l'ougandais Yoweri Museveni. L'Afrique s'en trouvera très fortement divisée et l'Union africaine humiliée. J'ai été choqué par la prise de position urbi et torbi de la France dans cette affaire. Je pense que la seule position, c'était d'une position de retrait et de laisser les choses faire. Et donc s'attaquer compte tenu du passé, compte tenu des 10 dernières années, compte tenu de ce qu'on savait des raisons de la crise ivoirienne, c'est-à-dire du rôle de Soro, du rôle des puissances étrangères. Je pense que la seule politique que moi j'aurais admis, ça aurait été au minimum le silence, et donc de laisser les pays africains régler leurs propres affaires. Et donc c'est cet angle-là que et donc pas tomber, parce que je pense que la situation que je n'ai pas suivie au jour le jour, elle est beaucoup plus compliquée que celle qu'on peut entendre par les reporters ici et là, qui regardent là une fois de plus uniquement sous un angle moral et militant. Et donc je pense que c'est une affaire qui concerne les Ivoiriens d'abord et les Africains ensuite, et que ce n'est pas à la France d'intervenir là-dedans. Je trouve que, en tout cas, critiquer violemment un recomptage des voix me semble, quand on veut vraiment mettre au pinacle comme valeur fondamentale la démocratie, ça me semble un peu contradictoire de ne pas au moins accepter cette affaire de recomptage des voix. Moi, ça ne me choquait pas du tout qu'on accepte le recomptage des voix, puisque s'il y a eu fraude et qu'il y a un problème, autant recompter les voix. Donc je trouvais que c'était si c'était la demande d'un côté, il fallait recompter les voix. Blaise Compaoré, le président burkinabé, et ses homologues Abdoulaye Wade du Sénégal et Jonathan Goodluck du Nigeria se voient arracher le dossier ivoirien. Mais Paris n'a pas encore dit son dernier mot. Les sanctions économiques contre la Côte d'Ivoire se multiplient pour pousser les populations à la rue contre Gbagbo. C'est-il seulement le président ivoirien qu'il est pris au piège de la bataille américano-française pour le contrôle du golfe de Guinée? La Côte d'Ivoire demeure un pays essentiel avec son hub port, le deuxième d'Afrique après celui de Durban en Afrique du Sud, sa position médiane sur la côte atlantique et ses infrastructures économiques inégalées en Afrique de l'Ouest. Toutes choses qui devraient permettre des exportations rapides vers l'Europe et l'Amérique au départ du golfe de Guinée. Si les Congolais craignent que le scénario ivoirien se produise chez eux en 2011, c'est aussi parce que Joseph Kabila, en plus de la reconstruction des infrastructures, a aussi ouvert le jeu, passé d'importants accords avec les Chinois et diversifié les partenaires. Le FMI lui refusera même un prêt, lui reprochant ses transactions avec la Chine. Les termes des attaques, reposant sur des faits réels et sur un incontestable durcissement du régime, se dessinent déjà. La corruption de l'entourage présidentiel, les violations des droits de l'homme. Quant à Laurent Gbagbo, s'il n'a pas réellement touché aux intérêts français, Total vient de se voir accorder un important champ pétrolier, Bouygues et Bolloré n'ont rien perdu, il a lui aussi fait jouer les appels d'offres, invité de nouveaux acteurs économiques qui, craint Paris, pourraient se rapprocher ainsi du golfe de Guinée. Il est également reproché à Gbagbo d'avoir laissé s'implanter les Libanais. La France a ainsi vu disparaître son hégémonie d'autrefois, de la même manière qu'au Congo, les Européens doivent désormais côtoyer de nouveaux partenaires.
Derrière le maintien ou non de Gbagbo au pouvoir se joue le contrôle du golfe de Guinée, cet Eldorado pétrolier que Français ou Américains, en perte de vitesse dans le monde arabe et unis pour cette fois, ne souhaitent pas voir passer en d'autres mains. À leurs yeux, Alassane Ouattara, ami personnel de Sarkozy, ancien directeur du FMI, gestionnaire libéral, représente un interlocuteur beaucoup plus crédible que Gbagbo le nationaliste. La France a vraiment perdu son influence. Pour moi, si la France n'avait pas perdu son influence, on ne serait pas arrivé à cette situation de novembre 2004 en Côte d'Ivoire, à voir des parachutistes français qui étaient venus en fait pour pacifier entre guillemets une crise ivoirienne et qu'on finit par tirer sur des Ivoiriens en novembre 2004. Donc ça veut dire que on voit bien comment la France n'a pas finalement ni mesuré ni n'avait les capacités d'analyser réellement les situations et de faire ce qu'il voulait faire. Elle a perdu quelque part sa science africaine en considérant qu'il y a une période où vraiment elle contrôlait tout. Il ne faut pas le nier, il y a une période où c'est vrai que la France contrôlait réellement ses anciennes colonies, ce qui n'est plus le cas depuis la fin de la guerre froide, et souvent les Africains ne se rendent pas compte à quel point la France a perdu cette influence. Encore une fois, ça ne veut pas dire que dans un certain nombre de situations, la France n'a pas à un moment donné, à des périodes très précises, poussé, selon ses intérêts, pousser l'un ou l'autre dirigeant africain. À l'instar de bon nombre d'Africains, l'opinion congolaise observe l'exceptionnelle unanimité de la communauté internationale à propos de la Côte d'Ivoire et se demande quel est le véritable enjeu de l'épreuve de force en cours. Quant au gouvernement de Kinshasa, issu de la majorité présidentielle, il n'entend pas se laisser piéger dans un scrutin à 2 tours qui permettrait à tous les candidats de l'opposition de se rallier à une candidature commune dirigée contre le président sortant, et il envisage de passer à un simple scrutin majoritaire. Le Congo garde encore présent à l'esprit ces terribles phrases prononcées par Nicolas Sarkozy en 2010 dans la région des Grands Lacs. Quant à la région des lacs, la violence s'est une nouvelle fois déchaînée. L'option militaire n'apportera aucune solution aux problèmes de fond qui se posent de façon récurrente depuis bien davantage que 10 ans. Il faut trouver une nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. Cela met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose aussi la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses, et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres.